Elle est l'une des essayistes les plus brillantes de sa génération. Elle analyse le monde nouveau après un premier essai remarqué, technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats. Vous publiez donc à ce moment-là Cyberpunk, le nouveau système totalitaire aux éditions du Seuil. Bonsoir Asma. Bonsoir, merci beaucoup Merci. pour la Bah présentation. oui, c'est comme ça. On est comme ça ici. Avec cet ouvrage, vous cherchez à nous ouvrir les yeux sur le monde qui arrive, qui est déjà là, je le disais, à certains égards, mais qu'on a du mal à voir. On est sur une chaîne d'information, on commente à peu près chaque jour les déclarations de Donald Trump, les décisions parfois. Et vous, ce que vous nous dites, notamment dans cet ouvrage, c'est qu'en fait, à force de le commenter, on n'arrive pas à comprendre. En fait, on est à côté. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre? En fait, quand on passe, mais on le fait tous, hein, mais quand on passe notre temps à être matraqué de flux d'informations, de contenu, et qu'on s'attaque qu'aux commentaires, au jour le jour de ce flux-là, on ne voit plus l'image globale du système qui est en train de se mettre en place. Et tout l'enjeu du livre, c'est en fait de mettre à distance le bruit, le vacarme qu'il nous impose pour en fait mettre à distance la capacité de penser, pas simplement la pensée critique, juste penser le monde, le mettre assez loin pour le comprendre et justement d'oublier l'anecdote pour s'attaquer à l'essentiel. Et c'est intéressant ce que vous dites sur la question du commentaire, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on commente, en fait, la stratégie de Trump, elle est très intéressante parce qu'elle est très toxique. En fait, il nous met dans une injonction contradictoire en permanence. Parce que vous, votre métier, c'est justement de le fact-checker, de le commenter, parce que si vous ne le commentez pas, c'est quand même, il est à la tête de la première puissance du monde, donc vous passez à côté de l'actu. Mais ce faisant, vous le blanchissez, paradoxalement. Pourquoi est-ce qu'on le blanchit? On le blanchit parce que du coup, forcément, en lui donnant cet espace et cette lumière, eh bien, on banalise son propos. Et à force de le répéter en boucle, il matraque, il imprime. Et donc, mais c'est la faute de personne. C'est-à-dire que c'est un système un peu comme ça de piège rhétorique dans lequel on est tous tombés. Mais comment pouvez-vous réguler? Alors, comment on peut réguler la bonne et la mauvaise information? Je m'explique. Dans un pays, dans une dictature où il n'y a aucune information, on ne sait pas, le citoyen n'est pas en mesure de voter, de prendre des décisions, de faire le bon choix ou le mauvais. Mais en tout cas, de choisir tout simplement. Donc, est-ce que vous considérez qu'il y a une voie moyenne qui est utilisable pour pas qu'il y ait ce matraquage qui, d'une certaine manière, d'après ce que vous dites, blanchit et rend supportable des choses qui, si on était normaux, on se dirait mais c'est pas possible. Absolument. Comment vous trouvez ce moyen terme et qui le décide? Parce que vous, ce que vous dénoncez, c'est une espèce d'état technologique qui manipule tout le monde, mais quelle est la créature qui va décider ce qu'on doit dire, pas dire, dans quelle proportion, pour pas avoir des espèces de clones complètement idiots en face de soi? Mais c'est une question qui est fondamentale et qui est très compliquée. Parce qu'elle pose, il y a beaucoup de sous-jacents dans la question que vous posez, mais qui sont tous très politiques. La première, c'est la question de la réglementation. On a essayé avec l'Europe, mais ça marche moyennement. Ça marche pas parce que nous n'avons pas une capacité à normer ou à réguler. Ça ne marche pas parce que nous sommes dans un rapport géopolitique. Où aujourd'hui, quand on veut réguler, par exemple, la question des réseaux sociaux, on se prend un Trump en face qui nous explique que si on régulait ces géants technologiques à lui, eh bien, on le trouverait sur notre chemin et il renforcerait ou il rendrait la guerre commerciale encore plus insupportable pour l'Europe. Donc en fait, le bras de force, c'est tout d'ailleurs l'enjeu de J.D. Vance quand il va faire son discours à Munich en février 2025 et qui va déclarer la guerre culturelle à l'Europe. Donc la guerre culturelle, c'est aussi une guerre contre notre capacité à ériger des normes et des règles autour de nos frontières. Donc ça, c'est la première difficulté qu'on a. La deuxième difficulté, sur la question du qui, alors là, c'est pas une difficulté, là, c'est une réponse. La question du qui, il y a quand même le fondement de l'état de droit. Je ne parle même pas de démocratie, mais de l'état de droit. Et c'est Hannah Arendt quand même qui le rappelait. C'est quand même la justice. On vient de sortir d'une séquence avec Sarkozy qui ne me regarde pas du tout. C'est pas du tout mon champ de compétences. Mais on a quand même un état de droit qui fonctionne et qui est basé sur la justice. La justice comme principe et la justice comme institution. Et donc nous avons une capacité. L'État doit être aussi l'espace du contre-pouvoir, de la juste mesure. Et Romain Gary même disait le juste milieu, c'est-à-dire la non-hystérie d'un extrême ou de l'autre. Donc nous pouvons, mais simplement la question, elle est d'abord la question de la dépendance qu'on a vis-à-vis aujourd'hui de notre pas si allié que ça américain, et puis l'autre c'est la question du courage politique. Et enfin, et je termine, c'est la question de l'ambiance. C'est-à-dire que Trump le fait, mais en fait il donne l'exemple. Et donc vous avez
toutes les classes politiques derrière qui embrayent et qui tweetent, qui sont en train de gérer de la politique sous, disons, les thématiques de la colère, de la violence, de la haine. Et donc, en fait, on a une espèce de débandade généralisée du débat public tel qu'il aurait dû être et qu'il n'est plus tout à fait. Comment définissez-vous à ce moment-là ce glissement qui est en train de s'opérer aux États-Unis? Est-ce qu'on est en train de glisser dans un système totalitaire? Alors, la question du totalitarisme que je pose, c'est quelque chose qui commence à être construit, qui est en germe et qui va arriver si on ne fait rien. Vous dites on est dans la transition. On est dans la transition. C'est-à-dire qu'en fait, Trump, dans ma lecture à moi, et celle que je propose en tout cas, est un marchepied vers autre chose qui est beaucoup plus, disons, qui risque d'être un peu plus pérenne. Ce qui est très intéressant, c'est que le 13 juillet 2024, il y a la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Quelques heures plus tard, qui va lui donner tout son soutien? Elon Musk. Et là arrive cette figure technopolitique, en gros, avec deux têtes, un léviathan à deux têtes, Big Tech, Big State, c'est un peu ça qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est que là où Trump fait du rétro-nationalisme très conservateur, à la papa, où on va revenir aux valeurs des années 50, on va restaurer la grandeur de l'Empire américain, etc., qui est un peu rassurant et qui vient embrasser les peurs de la classe moyenne américaine, qui a cette hantise du déclassement et de la dignité, qu'on retrouve d'ailleurs en France sous les Gilets jaunes, par exemple. Donc, ça nous sert aussi de leçon, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, pour nous. Mais donc, là où Trump est très comme ça sur le rétro, il s'est allié quand même aux futuristes, le rétrofuturisme. Et là, c'est les géants des technologies, ça, c'est les méga-corporations, Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg. On le voit d'ailleurs, il les met très souvent en scène. Et eux sont intéressants parce que, contrairement à Trump, ils ont une vraie idéologie, qui est vraiment la question de la rupture civilisationnelle. Ils ont le projet de créer une nouvelle civilisation très antidémocratique, avec la question de nous faire d'aller sur Mars et de faire de nous une civilisation multiplanétaire, mais aussi le fameux rêve de l'homme augmenté. Mais attention, parce que si on comprend que derrière il y a des agendas idéologiques qui sont les leurs, je dis que ce ne sera pas forcément l'homme augmenté, mais l'homme préprogrammé, puisqu'il travaille. En fait, l'empire du 21e siècle risque d'être un empire cognitif. Les implants, la connaissance, mais même on le voit dès aujourd'hui, les ChatGPT, les IA génératives, elles font quoi? Elles disruptent l'accès au savoir, à la connaissance, à la pensée. C'est en fait un médiateur de pensée et du langage. On a toujours pensé, depuis la Deuxième Guerre mondiale, que c'était la liberté, le libéralisme, que c'était du côté des États-Unis que se trouvait la solution. Est-ce que vous trouvez que par rapport à cette liberté dont vous imaginez qu'elle est en train, vous faites beaucoup de références à la science-fiction, oui, qu'elle est en train de totalement riper et déraper, le bloc soviétique, qui ne s'appelle plus soviétique, mais en Russie par exemple, il y a des sentiments des peuples qui sont plus à même de résister à ça. En clair, comment vous voyez votre monde science-fictionnel? Il est polarisé comment? Ça va gagner tout le monde ou il y a des régimes qui vont résister? Alors, question très intéressante. Alors, le monde science-fictionnel n'est pas du tout de la science-fiction. Moi, ce que je dis, c'est que tout ce qui avait été écrit, c'est pas exactement d'ailleurs de la science-fiction. Ça, c'est pas la science-fiction, c'est de l'anticipation. Exactement. Et plus exactement, c'est le sous-genre du cyberpunk. Et en réalité, c'est pas le sens de votre question, mais très rapidement, pour replacer les choses, si on prend les caractéristiques majeures de cette littérature-là, donc fin des années 70, début 80, c'est exactement notre réel. Méga corporation omnipotente, État centralisateur avec la tentation de la technosurveillance, mégalopole surpeuplée, surpolluée, des individus avec le sentiment d'impuissance, de solitude, d'être désabusés. C'est quand même nous. Alors, c'était écrit en 70. On n'est pas encore exactement dans Blade Runner, mais ça peut commencer à ressembler. Ça commence d'ailleurs. Les germes, c'est pour ça que je dis attention, c'est un cri d'alerte. Donc, et maintenant sur la question beaucoup plus géopolitique. Ce qui est en train de se passer, c'est, disons, une fragmentation du monde autour de cette fameuse question technologique. La première rivalité géostratégique, elle est entre États-Unis et Chine autour de la question de l'IA, pas pour l'IA en soi, mais pour la question des IA militaires. C'est ça qui est en train de se jouer. Si la question est qui sera le boss du prochain ordre mondial, elle se jouera sur la question militaire, donc des hyper-technologies qui vont venir alimenter la révolution dans les affaires militaires, etc. Donc ça, c'est une première fragmentation. Mais ce ne sera pas la guerre froide au sens où nous l'avions connue au XXe siècle. Ça sera probablement un monde multipolaire. Vous avez aussi, on l'a vu, avec tous les BRICS, leur velléité très hétérogène, mais de contester l'ordre libéral occidental américain. Et puis, attention, au sein de l'ordre occidental, il y a quand même énormément de dissensions. Il y a la volonté de l'Empire américain de mettre sous boisseau, sous vassalisation, l'Europe, qui peine à trouver sa troisième voie. Donc tout ça n'est pas écrit d'avance, mais ce qui est clair, c'est que nous allons avoir une fragmentation avec des superpuissances, avec les États-Unis qui veulent redevenir l'hyperpuissance, mais avec des superpuissances qui veulent aujourd'hui
évidemment dominer les valeurs, la vision du monde et donc les hypertechnologies qui sont aujourd'hui des infrastructures civilisationnelles. Et à la question de, est-ce que par exemple, autre élément de réponse pour aller dans le sens de votre question, ce qui est très intéressant entre le modèle chinois et américain, c'est que paradoxalement, il y a des débuts de convergence. Quand on parle aujourd'hui, quand on regarde ce qu'a fait le DOGE, cette agence d'efficience gouvernementale donc, qui a été surtraitée à Elon Musk, à Peter Thiel, Palantir, etc., on a quand même une espèce d'État qui essaye d'avoir la main mise sur l'ensemble des données des citoyens. Enfin, ça commence à ressembler pas tellement à une démocratie, plus quand même à quelque chose de très homogène. Et puis tout le discours très néoconservateur, suprémaciste blanc, liturgique, très religieux qu'on a vu et qu'on voit apparaître aux États-Unis dans la sphère MAGA là, et autour du Trumpisme, on peut le lire d'un point de vue très idéologique, néo-réac, etc. Mais on peut aussi le lire sur la lecture de l'Empire. L'Empire en déclin qui essaie de se remettre en ordre de marche. Or, un empire en ordre de marche a besoin d'homogénéiser sa population pour rebâtir. Et donc, si on le lit aussi sur la lecture des empires, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, Trump devient très lisible. Il y a cette collusion, donc, qui est le point de départ de l'essai entre Musk et Trump. Oui. Si demain, si en 2028, Trump perd l'élection, s'il accepte sa défaite, et s'il est remplacé, on va dire, par un président américain qui s'attacherait à réparer la démocratie américaine. Est-ce qu'on sort en partie du problème que vous décrivez, ou alors qu'en fait, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus large que ça? Pour 2028, alors, je n'y ai pas réfléchi, mais donc rapidement, les 3 scénarios. Mais je m'appuie sur ce que vous venez de dire. Trump ne part pas. D'ailleurs, quand il reçoit des dirigeants européens, ou des dirigeants tout court, il a une espèce de petite salle à côté du bureau ovale de merchandising, où il y a les casquettes Trump 2028. Enfin, mais ça veut dire quelque chose. Il a fait visiter à tous les leaders européens de l'Alliance. Absolument. Donc, il se projette quand même beaucoup, même si, a priori, c'est pas... Donc, si jamais c'est pas lui, s'il partait tout de même, il y a quand même le relais avec J.D. Vance, qui est un peu aujourd'hui le dauphin. D'ailleurs, Elon Musk avait renoncé à monter son parti, l'America Party, après sa dispute avec Trump, pour se ranger potentiellement et préparer potentiellement la candidature de J.D. Vance. Donc, on va retrouver les géants technologiques autour de J.D. Vance, potentiellement, si c'est lui qui est confirmé. Et enfin, si vous avez un démocrate du type le gouverneur de Californie, comme Gavin Newsom, là, à ce moment-là, on peut réparer, mais il va réparer d'abord une nation ultra fracturée. On sera plus du tout sur des questions les IA et les réseaux. Il va falloir refaire nation parce qu'on aura brisé la nation américaine. En tout cas, on l'aura tellement polarisé et tellement mis à vif que ça peut être compliqué. Donc, ça peut prendre quelques années. Vous dites que a priori Trump, il n'a pas particulièrement de colonne vertébrale idéologique, mais ces géants de la Silicon Valley, je sais qu'elle n'existe plus vraiment trop physiquement, mais on va continuer à l'appeler comme ça. Ces géants de la tech, eux, ils ont un agenda politique, réactionnaire. Pas tellement. C'est pas sur. Oui, réactionnaire. Post-fasciste. Comment vous le qualifiez? Il est accélérationniste. Donc l'accélérationnisme, c'est vraiment un courant idéologique qui va naître à la fin des années 90 en Grande-Bretagne avec un philosophe qui s'appelle Nick Land et qui va être récupéré par des pseudo-idéologues autour de la sphère MAGA comme des hommes comme Curtis Yarvin par exemple, qui sont complètement d'ailleurs, qui font des contresens historiques absolument à tous les étages, mais qui sont très influents, de plus en plus influents en tout cas. Et l'accélérationnisme, c'est de dire en fait, ils ont une obsession, ils ont, disons, 2 grosses obsessions, si je devais résumer. La première, c'est celle de la stagnation. Ils sont absolument persuadés que notre système est à bout de souffle et qu'il stagne. C'est-à-dire que nous ne sommes plus capables aujourd'hui de progrès technologique et que le principal ennemi du manque, de l'incapacité à créer du progrès, c'est l'État. L'État lourd, l'État bureaucrate. Et donc, c'est libertarien, accélérationniste, avec la volonté de ce progrès technologique soi-disant sauveur de l'humanité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Peter Thiel, qui est le grand argentier de la Silicon Valley, lui, en ce moment même où on se parle, fait une série de conférences sur l'antéchrist. Et dans sa lecture à lui, l'antéchrist... Le fondateur de PayPal. Et de Palantir, surtout. Et l'antéchrist, dans son acception, c'est quand même tout ce qui permettrait de réguler et de réglementer l'intelligence artificielle, la technologie, les réseaux sociaux. C'est ça qu'il appelle l'antéchrist. Et c'est ça qu'il faut, dans sa vision à lui, combattre. Et par ailleurs, ils sont très antidémocratiques. Parce qu'ils partent du principe que c'est la dictature, en gros, de la moyenne, de nous autres, les médiocres, qui empêche de progresser. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu toujours, chez les chercheurs, chez les trouveurs, chez ceux qui ont essayé de faire mieux, qui ont voulu aller sur la Lune, qui ont voulu faire des choses, est-ce que c'est pas ça le moteur de la civilisation quand même? Ou est-ce que là, c'est radicalement différent de ce à quoi on a pu être confronté dans le temps? Très bonne question. Alors, bon, ça va. Non, mais parce que c'est là où eux diffèrent. Vous savez, on dit on va pas revenir à l'époque des Amish. Mais non, mais ça c'est... Attendez,
Et à l'électricité, ça allait, voilà. La machine à vapeur, voilà. Aller sur la Lune, ça sert à quoi? Bon. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de moteur et de pas beau, Oui. mais de stimulant dans le fait de vouloir toujours Absolument. lutter contre la stagnation? Ça, c'est évidemment. Même Et pour donc, la science, même ouais, pour bien soigner sûr. les gens, même D'ailleurs, pour, d'ailleurs, c'est même leur pour lutter propos. contre la mort. Oui, absolument. Mais- Et d'ailleurs, c'est leur propos de dire, mais en fait, on a toutes ces technologies-là, on n'a toujours pas résolu les épidémies de cancer, on a des épidémies qui reviennent, la question climatique. Donc, eux inversent la question comme ça en disant, mais la stagnation, même dans la vision de Peter Thiel, c'est de dire, mais en fait, on n'a pas réussi à avoir des innovations de rupture, alors que pourtant, on avait et l'argent et les technologies. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue de simplement la recherche ou la recherche fondamentale ou scientifique ou apporter un bien-être général, je vous suis absolument. Le problème, c'est qu'ils ont un hubris fou et qu'ils ne pensent pas à nous. C'est-à-dire que l'idéologie sur laquelle ils s'adossent, elle est quand même très contraire au commun, à la justice, à Si on l'égalité. trouverait moyen de soigner le cancer, une thérapeutique pour tout le monde, Ouais. ça soigne le commun. On peut très bien vous répondre que c'est grâce à ça, comme la pénicilline après la guerre. Ouais, mais je pourrais Pendant vous la guerre. absolument, mais je pourrais leur rétorquer et donc vous rétorquer que rien ne les empêchait. Elon Musk a des centaines de milliards, Peter Thiel a autant d'argent. Qu'est-ce qui les empêchait aujourd'hui de mettre de l'argent sur cette recherche fondamentale? Ce que a fait d'ailleurs Bill Gates, par Oui. exemple. Donc, et qui d'ailleurs est beaucoup plus discret récemment, depuis quelques mois. Mm. Mais donc c'est faux de dire que c'est la stagnation, parce qu'ils en ont les moyens. Et ils en ont d'autant plus les moyens qu'aux États-Unis, aujourd'hui, la nouvelle architecture du pouvoir de ce nouveau siècle, elle est dual. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de transferts de compétences, notamment sur le régalien, auprès de ces acteurs-là. Donc, il est très faux de dire que c'est l'État qui les empêche ou c'est la démocratie qui les empêche. Donc, c'est là où ils font sciemment des confusions de genre entre les concepts. Et la question du langage est très importante parce que justement, ils passent leur temps à comme ça, à bouger les définitions, à les pervertir. Donc, il faut qu'on soit très vigilant à ce qu'ils font. Alors ça, sur les mots. c'est intéressant parce que je l'ai noté dans votre manuel de survie cognitive à la fin du livre. En gros, comment résister à cette dynamique totalitaire et s'exercer à l'esprit libre. Vous nous listez une série de propositions. 13 propositions, voilà, les exercices. Je crois que c'est le premier. Ne doutez pas du sens des mots, même quand ils seront devenus une arme culturelle et idéologique pour détruire vos repères. Oui. Vous avez des exemples à nous donner? Absolument. Dans 1984 de Orwell, il disait de façon très prémonitoire, la guerre c'est la paix. Et qu'est-ce que nous a dit Trump, repris d'ailleurs plus tard par Netanyahou très vite? La paix par la force. Il va rebaptiser très vite le DoD, donc le ministère de la Défense, en ministère de la guerre. Et donc, vous avez comme ça la question de la liberté d'expression. C'est toujours la liberté. Oui, mais à condition que tu dises, que tu tiennes la ligne du Trumpisme ou de la ligne Trump. Sinon, tu es un ennemi intérieur à abattre. Donc attention, parce que les mots, la démocratie, comment est-ce qu'il la vide de sa substance? D'un point de vue conceptuel, je ne parle même pas des institutions, des attaques, des procès Bayon, etc. Donc en fait, la question du langage, elle est fondamentale parce que le langage, c'est ce qui permet de dire le réel et donc d'avoir un commun. Si nous n'avons plus de mots pour dire ce que l'on voit, ce que l'on sait, ce qui fait qu'on est société, là oui, c'est le début c'est une fragmentation du réel. Et en fait, Trump, c'est ça, c'est un choc du réel. Vous avez cette phrase, ce siècle ne vous interdit pas de penser, il vous occupe jusqu'à ce que vous ne sachiez plus comment faire. Vous nous proposez d'essayer d'adopter la juste distance par rapport aux fameux réseaux sociaux. Prenez soin de votre attention, c'est une denrée précieuse. Comment est-ce qu'on prend soin de notre attention à ce moment-là? Eh bien, on a des trucs qui s'appellent les paramètres. Alors, le paramètre totalitaire, ou alors, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, moi, par exemple, je vous donne un exemple très concret, mais que j'avais appliqué sur ma propre, disons, petite personne. En janvier dernier, il fallait absolument que j'arrête tout, que je parte et que je termine d'écrire ce livre. Et donc, je ne pouvais pas, pour reboucler sur la première question, à la fois être dans les notifications du matin au soir et comprendre et voir ce que Trump et Musk et toute cette clique-là faisaient du matin au soir, et écrire un livre qui essayait de comprendre le système global. Et donc, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai arrêté les réseaux sociaux et puis surtout, j'ai travaillé mes notifs, c'est-à-dire que je recevais 2 notifications le matin, les 2 journaux que moi je lisais, et basta. Et c'était tout. Et le soir, quand j'arrivais, en gros, je m'apercevais que je n'avais absolument rien raté. Il n'est pas nécessaire d'être matraqué. Mais on peut être présente vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Je suis très présente. Et c'est pas du tout un paradoxe. Et je suis très présente parce que c'est aussi mon canal pour le contre-récit. Nous n'avons pas de contre-récit. Enfin, il y a quand même un récit dominant et notre classe politique
hélas, n'a pas le début d'une réponse ou d'une vision à ça. Et donc, on est sur des querelles, mais on vient de se prendre un siècle de retard avec la rentrée qu'on vient d'avoir. Je ne sais pas si on réalise bien. Ceux qui sont nés aujourd'hui, ceux qui naissent aujourd'hui cette année, seront contemporains du 22e siècle. Trump et Musk sont en train d'envoyer les États-Unis au 22e siècle. Poutine, pareil. Xi Jinping, idem. Et nous, on est quoi dans 20 ans? On est qui dans 30 ans? Et l'Europe, qu'est-ce Et qu'elle est-ce a qu'on a à envie dire? d'être les États-Unis? Vous posez cette question. Et, dans les derniers conseils, philosopher, lire, apprendre à dire non, renoncer à l'hyperconsumérisme, rire et faire l'amour. Et voilà. Toujours se rappeler qu'on a un corps, faites l'amour dans les 3 sens du terme, charnel, bon, ça on voit, symbolique et politique. Comment on fait l'amour sur le plan politique à ce moment-là? C'est la fraternité, c'est la Boétie. C'est le discours sur la servitude volontaire. Il faut maintenant refaire fraternité. On n'est pas toujours dans des compétitions, on n'est pas toujours l'ennemi ou l'adversaire de l'autre. On est capable, je crois, assez de se parler avec respect et avec fraternité. Et fraternité, c'est tendre la main. Je vous tends la main et on peut se parler même si on n'est pas d'accord et c'est pas grave. Et on était ravis de vous écouter ce Merci. soir. Merci beaucoup Asma Mala. Cyberpunk, le nouveau système totalitaire, c'est publié aux éditions du Seuil et c'est salutaire. Il faut absolument le lire. Merci beaucoup, d'être Merci pour passé par l'invitation. le plateau de Toutes les politiques ce soir.